Jean-Pierre Luminet, tu es né le 3 juin 1951 à Cavaillon. Tu es astrophysicien, conférencier, écrivain, poète, spécialiste mondialement connu pour tes travaux sur les trous noirs, la relativité générale et la cosmologie, directeur de recherche au CNRS. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette carrière? Pourquoi tu as été vers cette profession? Alors, oui, on pense souvent à des parcours préétablis. On devient chercheur, on se dit, bon, très jeune, il a dû être passionné par les sciences, ne pratiquer que ça. Ça n'avait pas été mon cas. Tu connais probablement Omar Khayyam, célèbre pour ses quatrains, ce poète persan du XIIe siècle. Il a écrit une chose très profonde, enfin beaucoup de choses très profondes, notamment il a écrit que celui qui essayait de comprendre le monde en empruntant une seule voie était voué à l'échec. Et ça, je trouve que c'est extrêmement profond. Et ça illustre un petit peu quelque chose qui s'est accentué d'ailleurs dans notre culture, c'est le clivage entre les différentes disciplines de l'esprit humain. Et moi, j'ai toujours essayé d'échapper à ces clivages. Ça veut dire que très jeune, j'ai pratiqué plusieurs façons voilà, de penser le monde, les arts, la littérature, et les sciences sont venues bien plus tard. Voilà. Alors, plus précisément, pourquoi je suis devenu astrophysicien? J'ai fait des études de mathématiques essentiellement, parce que j'avais des facilités en maths, donc en général on fait ça, quoi. Ouais. Voilà. Ça ne me demandait pas beaucoup de boulot, justement, ce qui me laissait précisément le temps pour m'adonner à mes vraies passions, qui étaient la musique, la peinture, la littérature. Tout ça, c'était dans mon adolescence. Et ce n'est finalement que relativement tard, j'avais plus de 20 ans, qu'avec mes études de mathématiques pures, que j'ai faites d'ailleurs ici, à la faculté Saint-Charles à Marseille, que j'ai lu 2-3 bouquins de l'époque, de semi-vulgarisation, qui commençaient à parler de cosmologie, de relativité générale, à peine des trous noirs, parce qu'à l'époque, c'était pas encore bien connu, un petit peu du Big Bang également. J'ai trouvé ça évidemment fascinant, puis finalement, j'ai compris deux choses. Premièrement, que l'outil mathématique que j'avais développé pouvait servir à autre chose que la pure abstraction, qui me plaisait, parce que je suis un esprit théorique abstrait. Ça me plaisait beaucoup. Voilà. Mais ça permettait quand même d'aborder des questions de nature métaphysique. Et c'est là on en revient au Omar Khayyam, philosophie, sciences métaphysiques, art, poésie, littérature, tout ça, cela forme un magnifique ensemble qu'il ne faut pas déconnecter. Voilà. Et donc, ça ouvre évidemment des questions de métaphysique. Dès qu'on parle de l'évolution de l'univers, on se pose la question, est-ce que l'espace est fini ou infini? Donc ces grandes questions de finitude et d'infinitude, c'est très profond. Et puis surtout également le temps. Est-ce qu'il y a un début du temps ou pas? Les modèles de Big Bang proposent un début du temps. Donc ça soulève des cas de questions. Est-ce qu'il y a une genèse, que ça ressemble à la genèse de certains récits religieux ou autres? Ou est-ce que c'est autre chose? Et puis un Big Bang, un début du temps, c'est bizarre. Est-ce qu'il peut y avoir un avant le début du temps? Tout ensemble de choses. Donc j'ai compris qu'on pouvait utiliser les mathématiques pour commencer à aborder ce genre de questions. Et l'autre chose, peut-être encore plus importante, c'est que j'ai compris que la recherche scientifique, dans la voie que je voulais suivre, que j'ai décidé de suivre, c'est-à-dire la recherche fondamentale, c'était quelque chose de créatif. Et pour moi, c'est essentiel, la créativité. Puisque donc, pour moi, la créativité, auparavant, ça se traduisait par l'écriture. J'ai commencé très tôt à écrire des poèmes, à faire des tableaux et à jouer de la musique. Donc, pour moi, c'était ça, la création. Au point que, je me souviens, quand j'avais 20 ans, je me répète, mes études de mathématiques à Marseille, je passais mon temps essentiellement plutôt à jouer du piano, à composer, à écrire des poèmes, ce genre de choses. Je ne savais pas si je deviendrais écrivain ou autre chose. Voilà. Et donc il y a eu ce déclic magique, que j'avais regretté, parce que c'est un métier absolument formidable, après que j'ai eu la chance de pouvoir exercer, de devenir d'abord physicien théoricien, et puis astrophysicien. Voilà. Alors il faut voir que quand on dit dans une soirée, qu'est-ce que vous faites? Je suis astrophysicien. Alors en général, on pense à astronome. Astronome, alors on doit passer sa vie à regarder le ciel avec un télescope. Alors, mais non, parce qu'il y a des quantités de métiers différents. Et comme je répète, moi, avec mon parcours d'abord de théoricien et de mathématicien, je suis un astrophysicien purement théoricien, c'est-à-dire je bâtis, j'invente des modèles possibles de physique et d'astrophysique. Donc on aura l'occasion de reparler des trous noirs, des univers chiffonnés, ce genre de choses. Voilà. À charge après à d'autres de faire des observations pour vérifier si ça marche ou pas.
Donc voilà comment j'en suis arrivé à devenir astrophysicien. Mais franchement, Jean-Pierre, c'est passionnant ce que tu dis. Et ce qui m'intéresse du coup, c'est de mieux connaître l'homme. Tes parents, ils faisaient quoi? Ils étaient dans la partie scientifique? Pas du tout? Pas du tout, pas du tout. C'est une assez belle histoire en fait. Bon, ma mère était de Cavaillon, Ouais. hein, voilà, c'est une belle jeune fille, et comme à cette époque-là, on arrêtait les études à 16 ans Ouais. pour faire un beau mariage, ce genre de choses. Bien, voilà. Mon père, lui, alors c'était complètement différent. Lui, il est né dans la région de Saint-Étienne, dans une famille ouvrière très très dure, D'accord. une famille de mineurs. Ouais. Son père était mineur, Ouais. il le voyait revenir le soir, comme les mineurs, quoi. Ouais. Chacun, à boire évidemment aussi, et ça se passait pas très bien dans la famille. Et un jour, son père est parti. Et il s'est retrouvé à 12 ans à devoir être carrément chargé de famille, parce qu'il D'accord. avait des frères et des sœurs. Voilà. Ok. C'était un petit peu Zola, il m'a raconté un peu plus tard. Ouais. Un peu plus tard, je me souviens d'ailleurs quand j'ai commencé à vouloir lire Émile Zola quand j'avais 16 ans. Carrément, il me dit non, je veux pas que tu lises ça. Je dis mais pourquoi? Puis plus tard, il m'a dit que ça lui rappelait trop son enfance. Voilà, ça. Donc il a eu une Germinal, enfance tout ça. extrêmement, ouais, D'accord. il a eu une enfance extrêmement difficile parce que donc, à 12 ans, il a quitté l'école. Il est allé il a travaillé à l'usine, il ramassait les boîtes de conserve, enfin des trucs comme ça, etc. Après, il y a eu la guerre. Et donc, bon, il était très doué en sport. Au moins, il y avait ça. Voilà, Ouais. on a fait un cyclisme, puis de l'athlétisme, etc. Après la guerre, il est venu faire une compétition sportive à Cavaillon. C'est là qu'il a rencontré ma mère, qui elle jouait au basket. Elle était toute petite, elle était très à droite en basket. C'était à l'époque, on n'avait pas les géantes. Ouais. Voilà. Donc évidemment, coup de foudre réciproque. Mon père était très beau, ma mère aussi. Voilà. Ils se sont rencontrés comme ça. Maintenant, après, il fallait trouver un métier. Ouais. Voilà. Et mon père, il est devenu moniteur d'éducation physique au collège Saint-Charles de Cavaillon. Et au contact de ses collègues, prof de maths, etc., il a réalisé qu'il était inculte, évidemment. Il avait quitté l'école à 12 ans. Ouais. Il n'était pas analphabète, loin de là, D'accord. mais malgré tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a dit je veux me mettre à niveau. Et je veux devenir un enseignant, autre que le moniteur d'éducation physique. Il a commencé donc à prendre des cours du soir par correspondance pour passer un certificat d'aptitude pédagogique. Et moi, j'étais déjà là. Et je me souviens, quand j'avais 5 ans, on habitait, comme mes parents étaient relativement pauvres à l'époque, hein, on habitait un petit cabanon à la campagne près de Cavaillon. On vivait carrément dans juste 2 pièces à peine. Et le soir, je le voyais, il avait acheté un petit microscope, il faisait ses expériences, etc. Il travaillait par correspondance. Et il a passé brillamment son certificat d'aptitude pédagogique. Et il est devenu professeur de français, d'histoire et géographie au collège de Saint-Charles. Je l'ai d'ailleurs eu comme prof quand moi, à mon tour, je suis allé au collège. Encore plus étonnant, quelques années plus tard, ma mère, donc qui avait évidemment aussi arrêté ses études, Ouais. elle décide de faire pareil une fois qu'elle a levé plus ou moins ses 3 enfants. Je suis le 3e de ma fratrie, j'ai un frère aîné et une sœur aînée. Une fois que j'ai eu 6-7 ans, j'ai dit je vais faire pareil. Elle a fait pareil. Elle a fait les mêmes cours du soir. Elle a passé son certificat d'aptitude pédagogique. Et elle est devenue la maîtresse au collège Saint-Charles qui a appris à lire à toute une génération de Cavaillonnais pendant 40 ans, dont la moitié de la population de Cavaillon des environs a appris à lire avec ma mère. Donc voilà un petit peu leur parcours. Alors évidemment, quand ils ont vu après disons, mes capacités, mon intérêt pour beaucoup de choses, ils ont commencé à rêver que je fasse quelque chose Qu'ils n'ont pas pu faire eux. Voilà. Ouais. Et pour eux, un petit peu le symbole de la réussite, c'était devenir un grand ingénieur, un polytechnicien, ce genre de choses. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, dans mes études de mathématiques, ils ont rêvé que j'intègre une grande école, etc. J'ai essayé parce que je suis allé au lycée Thiers en classe prépa. Ouais. Ça a marché très bien. J'étais un petit peu premier de partout, donc tout le monde disait c'est bon, il va rentrer dans les grandes écoles, c'est super, Ouais. etc. Et j'ai complètement saboté les concours. Parce que j'ai compris à ce moment-là que justement il y avait ce clivage incroyable entre les disciplines scientifiques, littéraires, etc. Moi j'ai un souvenir, entre autres, on était le soir donc au lycée Thiers, comme ça, tout le monde faisait des exos de maths pour préparer le lendemain, etc. Moi qu'est-ce que je faisais? Je lisais Les Fleurs du Mal de Baudelaire. J'ai un
un collègue qui s'approche de moi, un collègue, un élève qui s'approche de moi, mais qu'est-ce que tu lis? Je lui demande de faire du mal de Baudelaire, il se hausse les épaules, il me dit, enfin, ça ne te servira jamais à rien dans la vie. Ça t'a choqué? Non, mais ça paraît banal comme Ouais. truc, mais c'est quelque chose qui marque. Je Oui. me suis dit, mais c'est ça finalement le truc dans lequel je vais. Bon, hein, donc je complètement saboté Les concours. aux grandes dames de mes parents qui étaient désespérés. Ils me disaient, mais comment c'est possible ça, voilà. Et c'est comme ça qu'après, j'ai suivi mon parcours à la fac où j'avais. Là, tu étais plus Plus grand chose tranquille. à faire, Ouais. j'avais plus grand chose à faire. Avec ça, le et niveau donc que tu je avais me- eu à Maths Sup, c'est bon. Exactement, voilà. Ouais. Et donc c'est là où je me suis adonné encore beaucoup plus aux autres disciplines de l'esprit humain. Alors après, évidemment, ça s'est rattrapé quand j'ai commencé à devenir chercheur, et puis tout a très très bien marché. Et après, bon, mes parents, ils ont été contents. Voilà, mais c'est comme ça. Mais j'avais quand même devant moi un exemple, effectivement, de mon père et de ma mère qui avaient fait cet effort intellectuel absolument remarquable. Et voilà, c'était une belle leçon de vie. C'est magnifique. Oui, oui. Ça veut dire que t'as D'autant vraiment... que plus tard, quand ils sont passés, ils ont pris leur retraite, Ouais. ils se sont mis, par exemple, mon père s'est mis au bridge, et il a fait des tournois internationaux de bridge. Il me disait, je jouais avec Omar Sharif. Il me disait, Ah bah ouais. oui, carrément, mais oui, il a joué. Oui. Et ma mère est devenue championne de Scrabble. Ouais. Donc c'était quand même des très beaux exemples. Hein. C'est clair. Ouais. Et puis avec une vraie envie, eux, de progresser et d'apprendre. Voilà. Ouais. Donc toi, tu étais entouré de cette Je suis aura-là. entouré de cette aura-là, et comme ça correspondait aussi à mon être intime, voilà, ça a été un magnifique exemple pour attiser. Voilà, moi j'ai une curiosité insatiable pour plein de choses. C'est Ouais. pour ça que je pratique, que j'ai pratiqué aux côtés de la science, donc toutes ces autres activités qui ne sont pas du tout des hobbies ou des violons d'ingres. Ça fait partie intégrante de ma façon d'essayer de comprendre le monde. Il y a ce qu'on appelle les fertilisations croisées, d'une certaine manière. Explique-nous ça, c'est quoi la fertilisation croisée? Oui, c'est un terme qu'on commence à utiliser un petit peu dans les entreprises. En fait, c'est des sortes de ponts que l'on peut tisser entre des disciplines apparemment différentes. Oui. Hein. Pratiquer, par exemple, pratiquer une forme artistique, ce qui est assez courant d'ailleurs dans le monde, par exemple, des physiciens théoriciens et des mathématiciens, surtout en musique, par exemple. Là. Pratiquer ça, ça peut, d'une certaine façon, ça nourrit l'être intérieur, Oui. donc ça nourrit la créativité. Oui. Et la créativité aussi est fondée en grande part sur l'imaginaire et l'imagination. Pour être créatif, il faut faire un appel, puiser dans notre imaginaire intérieur, etc. Donc finalement, cet imaginaire intérieur s'enrichit de pratiques différentes. Ne serait-ce que, aimer par exemple la peinture, on va au musée, on va voir des expositions, on s'imprègne d'une certaine esthétique. Hein, voilà. Il y a des pratiques esthétiques différentes selon les périodes, chacun ses goûts. Pareil avec la musique, simplement en tant que mélomane, mais encore mieux si on la pratique. Parce que moi je pratique la musique depuis mon enfance, je joue du piano, c'est une chose, c'est pour moi absolument fondamental. Eh bien ces choses-là, je répète, ça enrichit notre imaginaire intérieur. Et cet enrichissement, il peut se retrouver, mais de façon souterraine, c'est pas direct. Hein. Il peut se retrouver finalement dans la partie créative qui va correspondre après au métier que l'on exerce principalement. Hein. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on appelle une sorte de fertilisation, puis c'est croisé parce que ça croise les disciplines. Voilà. Donc, par exemple, dans mes nombreux travaux scientifiques, certains travaux liés à ce qu'on appelle la topologie de l'univers, c'est-à-dire étudier des formes possibles de l'espace qui sont tout à fait en dehors de nos façons habituelles de penser l'espace, mais qui sont parfaitement pertinentes sur le plan de la géométrie et des mathématiques. Il y a peut-être eu de façon souterraine, mais en général ce sont des reconstructions postérieures que l'on fait. Hein. Peut-être une réminiscence de toute une pratique que j'ai faite à une certaine époque de ma vie, la pratique de la gravure et de la lithographie et du dessin, où je faisais des perspectives impossibles, des espaces bizarres, un petit peu à la Escher. Hein, oui, je vois très bien. Basculé, voilà. Ou les deux mains. Voilà, donc j'ai passé 15 ans, oui, voilà, exactement. Donc j'ai passé 15 ans à faire effectivement ces dessins, des lithographies, j'ai même fait des expositions internationales, tout ça, voilà. Et je pense que d'une certaine façon, c'était un reflet de
d'un intérêt que je pouvais avoir pour des perceptions d'espace inhabituelles qui échappent à notre perception immédiate des choses. Et à l'inverse, également, ça a pu influer sur certaines formes d'expression artistique que j'ai pu utiliser, par exemple dans l'évolution de ma poésie, parce que effectivement, j'ai publié une dizaine de recueils de poèmes, et il y a eu effectivement une évolution, évidemment, comme chez tout poète, tout écrivain, il y a toujours une évolution par rapport aux œuvres de jeunesse, mais je pense qu'une partie de cette évolution, elle est venue justement du parti du travail que je faisais en astrophysique, puisque j'ai beaucoup écrit finalement sur le noir, donc les trous noirs, la matière noire, etc. J'ai beaucoup écrit sur le noir. Alors, ma poésie n'a rien à voir avec la poésie dite astronomique, hein, même s'il y a des termes et des titres qui peuvent évoquer ça. Il fait penser. Voilà. Et puis également, peu à peu, j'ai évolué vers un type d'écriture, disons topologique, c'est-à-dire plus du tout linéaire, donc influencé finalement par mes travaux sur ce qu'on appelle les univers chiffonnés. Ça a fini par influencer mon écriture poétique. Donc voilà un petit peu ce genre de fertilisation croisée, mais ce qui est important de dire qu'elles sont souterraines et à la limite inconscientes, ou alors il y a une part importante qui se fait dans le rêve également, le rêve éveillé ou le rêve nocturne, ce sont de formes de rêve aussi impossibles, dans lesquelles le cerveau travaille avec des ondes cérébrales différentes. Et voilà, tout ça, ça joue un rôle capital pour moi. C'est pour ça que je ne peux pas, je n'ai jamais pu, et je ne pourrai jamais me cantonner à essayer de comprendre quelque chose en utilisant uniquement la voie de l'astrophysique et de la science et des mathématiques. Dieu sait pourtant si cette voie est magique et elle est belle, parce que j'ai eu des moments extraordinaires dans mon existence, des moments professionnels extraordinaires, évidemment. On va en parler. Ça me fait penser quand même un peu à Léonard de Vinci, ce que tu me dis. Parce que c'est vrai que lui est parti de la peinture et il voulait pouvoir dessiner les corps de la meilleure façon possible. Du coup, il a étudié tout ce qui était au niveau corporel, os, etc. Tout à fait, les muscles. Puis après, il est allé vers d'autres voies encore. Mais bien sûr. Et l'imaginaire. Mais c'est exactement ça. Il pensait aussi... penser à ce qu'on appelle des archétypes, des choses qui viendront plus tard. Là. Justement, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ou 4 semaines, là, on m'a demandé d'intervenir à la Sorbonne à Paris sur justement Léonard de Vinci, puisqu'on fêtait le 500e anniversaire de Léonard de Vinci. Le rapport à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a été passionné, s'est passionné pour beaucoup de choses, mais en particulier pour la turbulence. Et donc dans ses dessins et ses carnets, on trouve beaucoup de dessins, de tourbillons marins, etc. Et il voyait là un archétype dans la construction même du monde. Et d'ailleurs, après, quand il a fait des chevelures, elles sont également, les chevelures sont turbulentes. Hein. Et après, on a découvert bien plus tard les vertus extraordinaires de la turbulence, non seulement dans l'hydrodynamique, c'est-à-dire la dynamique des fluides, le mouvement des fluides, mais aujourd'hui, la turbulence dans le monde de l'astrophysique, il y a une turbulence autour des trous noirs, ces disques d'accrétion, ces disques de gaz qui s'engouffrent dans le trou noir sont turbulents, et on pense même peut-être dans les théories qui sont en construction aujourd'hui, sur lesquelles maintenant je travaille, qu'on appelle la gravité quantique, qu'à l'échelle la plus intime et la plus microscopique, la texture même de l'espace et du temps serait totalement turbulente, un petit peu à la manière d'un océan agité par des tempêtes, où on ne peut plus faire de description déterministe, et simplement une description statistique ou probabiliste de l'état de l'océan, voilà qu'on appelle ça l'écume de l'espace-temps, est turbulente. Donc la nature profonde du monde est turbulente, et Léonard de Vinci l'avait senti. Génial. Alors, en effet, au niveau professionnel, tu as eu vraiment des découvertes exceptionnelles, puisque il y a 40 ans, tu as été le premier à calculer à l'ordinateur à quoi pouvait ressembler un trou noir. Et en avril 2019, donc cette année, pour la première fois, il y a une équipe internationale d'astrophysiciens qui a dévoilé une photo d'un trou noir supermassif M87. D'accord ? Ça a été quoi ta réaction de voir ça ? De voir que ce que tu avais imaginé 35 ans avant se reflète dans la réalité, mais quasiment, on voit l'image que toi tu as réussi à faire et l'image du trou noir, c'est quasiment la même chose. Oui. Qu'est-ce que ça fait ? L'image télescopique, exactement. Le PINS qu'on t'a donné à Harvard, c'est ça ? À Harvard, à la suite, donc, effectivement, de ces résultats. Oui, alors ma réaction... il faut savoir que dans le métier que je veux exercer en tant que physicien théoricien, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir des pistes
D'accord. Et dès que je l'ai ouverte, c'est les autres prennent le relais et je passe à une autre piste. Donc quand j'ai fait ce travail, c'est pas tout à fait mon premier, mais l'un de mes premiers travaux, ce calcul donc de l'aspect à quoi pourrait ressembler un trou noir, entouré de quelque chose, hein, parce qu'évidemment la construction, la définition même du trou noir, c'est qu'il ne laisse pas échapper de lumière, donc on ne le voit pas. Ouais. Mais s'il est entouré de quelque chose là forcément, du gaz, des étoiles, etc., il va agir sur cette matière d'une manière particulière, et ce qu'on va voir, c'est une signature du trou noir. Donc moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au trou noir à la fin des années 70, donc c'était vraiment au début de mes travaux de recherche, les astronomes n'y croyaient pas trop encore, parce qu'on n'avait pas vraiment, on n'avait pas d'indication vraiment convaincante qu'ils existaient. Je me suis dit, pour essayer de rendre ça un peu plus tangible, on va essayer de les visualiser, mais les visualiser pas au télescope. À l'époque, c'était totalement inimaginable qu'on puisse avoir des moyens observationnels pour les voir de près. On avait commencé à avoir des signatures, mais de très très loin. Hein, voilà. Je me suis dit, à quoi ça ressemblerait si on les voyait de près? Donc, soit avec un télescope géant que je n'imaginais même pas à l'époque, ou comme à l'époque je lisais de la science-fiction, je me disais peut-être qu'un jour on ira dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux, on passera près d'un trou noir et on verra à quoi ça ressemble. J'ai mis ça en équation. J'ai écrit mon programme d'ordinateur. À l'époque, c'était un gros IBM unique, hein, là, avec des cartes perforées pour faire un programme. C'est ça. Il n'y avait même pas de système de visualisation des données numériques, donc j'ai calculé une sorte de photographie virtuelle avec une plaque photo. On imagine une plaque photo à une certaine distance autour d'un trou noir, entouré d'un disque de gaz chaud, etc. Je mets en équation toutes les équations de la relativité générale, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps, donc la déviation des rayons lumineux. Donc on a des images déformées, une sorte de mirage gravitationnel. Après, les propriétés physiques du disque d'accrétion, qui est plus ou moins chaud selon la certaine distance. Après, il est en rotation. Ça crée une quantité d'effets. Je mets tout ça et je finis par faire mon image, carrément la finir à la main, en traçant 10 000 points brillants à la main, parce que l'ordinateur ne pouvait pas faire ça à l'époque, etc. Et je publie cette image fin 1978, et début 1979. Après, je passe à autre chose. Dans mes travaux de recherche. Et je ne suis plus vraiment ce qui se fait, d'ailleurs pendant 10 ans, il ne se fait plus rien dans le domaine-là. Sur le moment, l'image a été montrée un peu partout dans le monde, parce que c'était la première fois qu'on donnait à voir à quoi ça pourrait ressembler. Ouais. Voilà. Après, moi, je suis passé à d'autres choses. Je continue à travailler sur les trous noirs, les crêpes stellaires flambées, des choses assez amusantes. Puis après, je suis passé aux univers chiffonnés, la topologie cosmique, etc. Voilà. Et je ne suivais plus vraiment les choses. En 2014, l'anecdote quand même était assez amusante, en 2014, je reçois un courrier électronique d'un très grand astrophysicien américain qui s'appelle Kip Thorne, qui d'ailleurs depuis a eu le prix Nobel de physique. Génial. Pour les ondes gravitationnelles. Il m'écrit, donc c'était à l'automne 2014, et il m'écrit: Jean-Pierre, si jamais tu vas au cinéma et que tu vas voir un film qui s'appelle Interstellar, sache que j'ai été conseiller scientifique du film, et s'il te plaît, ne te fâche pas. Si tu vois que l'image, parce qu'on m'a demandé, donc ils lui ont demandé à Hollywood de faire des vrais calculs, de donner des équations pour calculer les images de trous noirs entourées d'un disque de gaz, etc., etc. Donc il a repris mes travaux, il les a améliorés, parce qu'en même temps, l'informatique aussi, des super ordinateurs, etc., pour faire des images très léchées. Et il me dit: ne te fâche pas, parce qu'en fait, quand j'ai voulu montrer un petit peu à quoi ça devrait ressembler, avec des effets que tu avais pris en compte, ils ont dit: personne ne comprendra rien, on va simplifier les choses. D'accord. Donc du coup, ça m'a beaucoup amusé, effectivement, j'étais comme ça. Et effectivement, je suis allé voir le film, qui présente un certain intérêt, mais c'est vrai que les images très léchées, elles sont pas physiquement justes. Ouais. Mais du coup, je raconte ça parce que du coup, ça m'a donné l'idée de revenir un petit peu sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est fait depuis? Oui. Et je me suis rendu compte que depuis 15 ans, des radioastronomes, des astronomes qui font des observations dans le domaine de la radio, a eu une idée extraordinaire, c'était de s'associer, de faire un gigantesque réseau international avec des radiotélescopes répartis sur la planète entière, en utilisant une technique qu'on appelle l'interférométrie, c'est-à-dire faire fonctionner ensemble en même temps des radiotélescopes répartis sur la planète pour observer au même moment le même objet, pour avoir l'équivalent d'un télescope unique ayant la taille du réseau. Et ils ont fait un réseau de 10 000 km, de taille planétaire. Évidemment, quand vous augmentez la taille du télescope, vous augmentez ce qu'on appelle la résolution. Ouais. Ce qu'on appelle la résolution. Voilà. Et ils avaient calculé que les deux trous noirs géants et supermassifs les plus accessibles, dont Messier 87, dont j'avais dit à la fin de mon article 1979,
On commençait à l'époque à peine à soupçonner qu'il pouvait y avoir un trou noir géant dans cette galaxie, mais on n'en savait rien. Il avait dit, le premier candidat, ça devrait être un jour Messier 87, comme ça. Voilà. Et effectivement, ils ont fait cette observation de ce trou noir géant qui a 50 millions d'années-lumière, là. Il est énorme, mais il est tellement loin que c'est l'équivalent de voir une pièce de monnaie placée sur la Lune. Donc il faut effectivement un télescope absolument incroyable. Ouais. Et donc ils ont fait ces observations-là. Ils ont attendu 15 ans pour arriver à mettre ensemble ce projet-là. Ils ont fait les observations en 2017 et 2 ans plus tard, après 2 ans de traitement de données gigantesques, ils ont sorti l'image en avril 2019, et qui évidemment ressemblait comme 2 gouttes d'eau à l'image que j'avais calculée, parce que tout simplement vous utilisez les bonnes équations de la physique, hein, qui sont les équations d'Einstein, la relativité générale. Ouais. Voilà, donc voilà, c'était un beau moment, même si le jour où il y a eu la conférence de presse, les conférences de presse internationales, et surtout que j'étais au fin fond de l'Ouzbékistan. À Samarcande. C'est sûr. J'ai un peu raté. Il y avait une université à une époque à Samarcande, non? Ah en tout cas, les madrasas, les fameuses universités. Voilà. Donc tu étais déjà à un bon endroit, mais pas exactement. C'était un bon endroit, mais j'étais pas du tout pour. Voilà, j'étais pour d'autres raisons. Ouais. C'est parce qu'en fait, j'avais écrit l'un de mes romances, mes romans scientifiques, raconter l'histoire d'un prince de Samarcande du XVe siècle qui s'appelait Ulugh Beg, qui avait fondé justement les premières universités à Samarcande. Donc c'était une occasion d'aller sur les lieux que j'avais raconté dans un roman. Voilà. Et bon, ça tombait mal que la conférence de presse. Alors à cette époque, évidemment, j'étais inondé de SMS, de coups de téléphone, de journalistes qui croyaient que j'étais en France pour aller sur des plateaux de télé. Je suis désolé, moi je suis à Tashkent, je suis à Samarcande. Ce n'est qu'à mon retour, effectivement, que voilà. Et puis donc, j'ai été invité à Harvard pour la première grande conférence internationale qui a suivi. Et là, c'était vraiment un très beau moment parce que je me suis rendu compte que finalement, c'est vrai, ces équipes américaines, ils sont 200 quand même à avoir travaillé dessus, avec des compétences extraordinaires qui dépassaient de très loin, évidemment, mes propres compétences de l'époque en informatique, ce genre de choses. J'ai fait un travail extraordinaire. J'ai été reçu à bras ouverts et donc ça a été effectivement un très beau moment. Donc c'est quand même assez rare qu'on puisse avoir théorisé quelque chose à une époque de sa vie et qu'on ait la preuve scientifique que ça existe vraiment, mais 40 ans après. Oui. Donc tu fais partie des gens... C'est rare. Le destin est exceptionnel là-dessus. C'est vraiment génial. Oui, et alors, mais ce n'était pas la première fois, puisque en fait, j'avais travaillé, après avoir travaillé sur cette image de trou noir, j'avais continué à m'intéresser à ce qu'on appelait, des signatures observationnelles indirectes des trous noirs, en étudiant aussi une idée qui m'était venue. On commençait à soupçonner donc qu'il y avait des trous noirs géants au centre des galaxies. Et donc il devait y avoir des étoiles qui passaient tout à côté, qui devaient les frôler, qui devaient caresser la surface d'un trou noir, qu'on appelle un horizon, caresser l'horizon d'un trou noir. Sauf qu'en caressant l'horizon d'un trou noir, le trou noir produit des effets de gravitation gigantesques et ils vont détruire les étoiles. Ils vont les casser, les briser. D'accord. Voilà. Et donc, à nouveau, ça se met en équation. Donc, à l'époque, je n'étais pas du tout observé ce genre de choses, mais c'était possible physiquement. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Hein. Penser à un processus physiquement possible qui n'est pas encore observé. Je le mets en équation, pareil, voilà. Je fais les calculs. À l'époque, les ordinateurs, ils étaient un petit peu améliorés, hein, donc voilà. Et voilà, et donc j'avais proposé, au début des années 80 déjà, un processus d'écrasement. J'avais montré que les étoiles étaient écrasées, aplaties dans leur orbite. J'avais appelé ça des crêpes stellaires. Puis après, elles finissaient par exploser, en faisant une flambée de rayonnement. Donc j'avais publié des papiers dans Nature, etc. Les crêpes stellaires flambées. Enfin, c'était en anglais, hein, ce genre de choses, etc. Voilà. Et, voilà. Donc là aussi, c'était une prédiction théorique, mais ça a été vérifié bien plus rapidement. Une dizaine d'années plus tard, il suffisait d'attendre en fait de lancer des grands télescopes dans l'espace et de s'apercevoir que dans les noyaux de galaxies très lointaines, on en observait régulièrement, toutes les semaines, on en voit, hein, il y a des éclairs, des flambées, des trucs qui s'est interprété comme des destructions d'étoiles, des crêpes stellaires flambées. Voilà. Mais ça, on en a moins parlé, que l'image du trou. C'est vrai. Parce que là, on donne vraiment... Il paraît que tu as été à Cambridge à l'époque où Hawkins y était. Oui. Tu as rencontré cette personne? Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça a été quoi? Est-ce que vous aviez la possibilité de discuter? Est-ce que tu l'as trouvé brillant, pas brillant? Comment... Oui. Alors d'abord, j'étais tout jeune. Hein, en fait, c'est vraiment le tout début de mon travail de jeune chercheur. J'avais pas du tout encore de poste.
je venais de débarquer donc de Marseille, puis je fais un petit détour d'une année à Montpellier, et on m'avait fait comprendre que pour faire ce que je voulais faire, il fallait vraiment aller à Paris. Puis il y avait un groupe à l'Observatoire de Paris qui venait juste de se créer, qui faisait justement ce qu'on appelle l'astrophysique relativiste, c'est-à-dire utiliser les équations d'Einstein, la relativité générale, pour traiter des problèmes d'astrophysique. Voilà. Et puis j'avais la chance qu'il y a un grand théoricien des trous noirs de Cambridge venait d'être recruté au CNRS pour diriger ce labo. Il s'appelait Brandon Carter et il est devenu donc mon directeur de thèse. Il m'avait donné initialement un sujet de thèse absolument impossible à traiter qui n'avait rien à voir avec les trous noirs. Donc j'ai bifurqué et à la fin il m'a dit c'est exactement ce que j'attendais de toi parce que le problème 40 ans plus tard n'est toujours pas réglé. Donc j'étais pas à la portée de là, mais il avait fait exprès pour tester ma capacité à rebondir. Non, ma capacité à rebondir et à changer de sujet. D'accord. Voilà, et c'est ce que j'avais fait. Voilà. Et donc, au tout début, je suis allé effectivement passer quelques mois à Cambridge. Il y avait le labo de Stephen Hawking. Il faut voir qu'à l'époque, Stephen Hawking, il n'était connu uniquement du monde des physiciens théoriciens. Il avait publié déjà quelques papiers théoriques très importants, mais il n'avait pas encore écrit son bouquin de vulgarisation, etc. Donc ce n'était pas du tout devenu l'icône, mais c'était pas encore l'icône médiatique qu'il est devenu plus tard. Alors c'était effectivement assez impressionnant, parce qu'il était déjà évidemment sur son fauteuil mécanique, et voilà. Et donc, je l'ai côtoyé pendant 2 mois. Je me souviens, je m'étais arrivé de le prendre dans mes bras pour le mettre dans ma voiture, pour le transporter d'un séminaire, enfin, d'un endroit à l'autre. Voilà. Mais c'était très difficile, c'était quasiment impossible de communiquer vraiment avec lui, parce que déjà, il avait une voix extraordinairement déformée, et donc il n'y avait que ses proches qui pouvaient le comprendre. Voilà. D'accord, parce qu'eux avaient l'habitude de pouvoir dire que ce son-là voulait dire ça. Quoi. Voilà. Après, après, d'une certaine manière, ça s'est un petit peu amélioré, parce qu'il a eu un accident, il a eu une trachéotomie, donc il n'a plus eu de voix du tout, et donc après on lui a créé une voix artificielle. Alors du coup, effectivement... Et là on comprenait ce qu'il disait. Voilà, on comprenait, mais très lentement, parce qu'il fallait taper les mots les uns après les autres, etc. Enfin, donc la communication est très difficile. Mais évidemment, ce qui est admirable avec Stephen Hawking, c'est pas le... Bon, on dit toujours c'est le nouveau Einstein, le nouveau Galilée... Newton, ce genre de choses. Bon, il ne faut quand même pas exagérer, bien entendu. C'est un esprit extraordinairement brillant, mais qui soulève surtout l'admiration pour avoir, pendant 40 ans, avec cette maladie terrible, la maladie de Charcot. D'ailleurs, quand il l'a attrapé jeune, on ne lui donnait que quelques années à vivre, comme c'est généralement avec le cas de cette maladie-là. Il avait vécu pendant 50 ans avec, et il a fait effectivement... Alors, il avait évidemment il était entouré d'étudiants, de collaborateurs, ce genre de choses, etc. Mais c'est quand même tout à fait extraordinaire, sa créativité. Voilà. Donc, je dirais qu'il a ouvert beaucoup de... Il a posé beaucoup de questions qui n'étaient pas résolues, notamment les rapports entre la théorie d'Einstein, la théorie de la gravitation, la relativité générale, et puis les rapports avec la physique quantique, la physique de l'infiniment petit. Ce sont des questions qui ne sont toujours pas résolues. Mais il a eu le mérite de mettre le doigt sur des choses que certains physiciens ne voyaient pas nécessairement. Il n'a jamais vraiment lui-même apporté finalement de réponses définitives majeures, mais ce qui est important, c'est qu'il a ouvert des voies. Il a fait travailler donc effectivement des centaines et des centaines de chercheurs. Donc c'est ça, je pense qu'il faut retenir de l'œuvre, de la vie et l'œuvre de Stephen Hawking. Cette capacité d'interroger et du coup d'envoyer les gens vers des solutions à trouver. Tu parlais tout à l'heure, Einstein a théorisé les ondes gravitationnelles. Tu parlais de ça tout à l'heure. Ça a été prouvé il y a à peine 2015. C'est ça. Il y a exactement à peine 100 ans. C'est exactement dingue. 100 ans plus tard. Donc, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire en quoi consistent ces ondes gravitationnelles? Oui, alors il faut savoir que ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale, qu'Einstein a proposée en 1915, c'est une théorie de la gravitation. J'explique les phénomènes de la gravitation de façon différente de ce que se faisait la théorie précédente, qui était la théorie de Newton, force d'attraction universelle, qui marche d'ailleurs encore très très bien dans la vie de tous les jours, bien entendu. Mais dès qu'on sur une planète un peu plus, voilà. Bon. Et donc, alors c'est une conception radicalement différente, puisque ça fait intervenir, une sorte de déformation, une courbure de l'espace et du temps, un petit peu comme si la texture même de l'univers dans lequel nous sommes, qui est de l'espace et du temps tissés ensemble, était souple et élastique, et donc on va dire que un corps massif va déformer localement, comme si on met une bille sur un barésier par exemple, quelque chose. Une surface souple. Voilà, une surface souple, on a une déformation, et il va dire, et Einstein dit finalement, la gravité, c'est pas une force,
une force bizarre et mystérieuse, c'est justement juste l'influence de cette courbure, donc qui va dévier les trajectoires, ce genre de choses. Bon, voilà. Et après, donc c'est grâce à ça qu'on arrive après à l'idée du trou noir, le Big Bang, tout un ensemble de choses extraordinaires. Et Einstein dit aussi, écrit aussi en 1915-1916 que si on a un corps massif qui bouge, eh bien il agite le tissu élastique, et cette agitation va se traduire un petit peu comme si vous agitez un bâton à la surface d'un étang, vous avez des ondes concentriques qui sortent. Mais là, on va avoir des ondes de courbure qui vont se propager, quand vous avez par exemple deux trous noirs qui rentrent en collision, ce sont des phénomènes très violents, donc ça agite l'espace-temps lui-même et ça produit ce qu'on appelle donc ces ondes de gravitation. D'accord. Voilà. Simplement, elles sont d'une amplitude invraisemblablement faible. Les ondes de gravitation nous traversent en permanence, parce que constamment, il y a des trous noirs qui fusionnent, il y a des étoiles qui explosent, ça produit des ondes gravitationnelles. On est traversé par ça, et normalement, si elles étaient puissantes, on serait en train de se voir nous-mêmes se dilater dans une direction, se comprimer dans l'autre. C'est pas le cas, heureusement. Non. Non. Voilà, parce qu'elles sont d'une amplitude très faible. Et c'est pour ça qu'il a fallu attendre un siècle pour avoir des technologies avec des innovations technologiques absolument incroyables, donc d'avoir effectivement des instruments capables de détecter cette variation infime de l'espace lui-même lorsqu'il s'est traversé par une onde gravitationnelle. Et donc ça a été fait en 2015, et à partir de 2015, on a ces instruments-là qui sont opérationnels. Il y en a plusieurs maintenant installés à la surface de la planète, et on a une nouvelle astronomie, qui est une astronomie qui n'est plus l'astronomie de la lumière, qui est une astronomie de la pure gravitation, et qui ouvre des portes absolument insoupçonnées auparavant, puisqu'on va pouvoir voir ce qui se passe directement avec les trous noirs, ou en des lieux de l'univers où il n'y a pas de lumière qui sort. Et donc là, on a des autres informations. C'est ça l'astronomie gravitationnelle, qui soulève évidemment, soulevait un enthousiasme extraordinaire. Oui. C'était attendu depuis, c'était attendu. Hein. Personne ne doutait de l'existence des ondes gravitationnelles, mais tant qu'on n'avait pas la mesure directe, évidemment. Il fallait trouver l'outil et la mesure. Il fallait trouver l'outil et la mesure. Donc ça veut dire que les planètes sont reliées par des ondes gravitationnelles. Est-ce qu'il y a elles sont entourées d'ondes gravitationnelles, mais est-ce qu'il y a un lien entre les planètes, par exemple, grâce à ça? Non, du tout. Alors, pas du tout. Les ondes gravitationnelles, ça ne fait intervenir que des phénomènes, que des astres extraordinairement massifs, relativistes, comme on dit, c'est-à-dire ayant des vitesses proches de la vitesse de la lumière ou des champs de gravité énormes. Donc, c'est des trous noirs, des étoiles à neutrons, le Big Bang, des choses comme ça. Au niveau des planètes, la description de l'espace, la théorie de Newton, ça suffit. Hein. Ouais. Vous savez, dans le système solaire, on l'explore, le système solaire aussi, depuis 40 ans, avec des sondes spatiales, les sondes Voyager, tout ça. On fait des calculs de trajectoire, on va calculer 10 ans à l'avance avec des trajectoires compliquées, on utilise les lois de la mécanique céleste pour faire un rendez-vous céleste entre une sonde spatiale qui va se mettre en orbite autour d'une planète, autour d'un noyau cométaire, comme ça a été le cas de la mission Rosetta il y a quelques années, qui était spectaculaire, etc. On utilise les lois de Newton, on n'a pas besoin d'Einstein au niveau des planètes. Ce n'est que lorsqu'on étudie des phénomènes un peu plus exotiques, mais qui sont finalement les plus significatifs, parce que c'est là d'où on sort en fait. Hein, voilà, c'est-à-dire le Big Bang, les trous noirs, qu'est-ce qui passe au fond d'un trou noir, etc., que l'on a impérativement besoin de la relativité, que les ondes gravitationnelles jouent un rôle important. D'ailleurs, quand on parle des ondes gravitationnelles, ce genre de phénomène, pour en revenir un petit peu on parlait au début sur le non-clivage des disciplines de l'esprit humain. Je veux dire que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de collaborations avec des artistes. Oui. Voilà. Et notamment dans le domaine musical, puisque la musique, c'est vraiment l'une de mes très très grandes passions. Oui. Et récemment, il y a 2 ans, donc j'ai collaboré très activement à la conception d'une œuvre astronomique et musicale, écrite pour grand orchestre, et qui est une sorte, de transposition psychoacoustique d'un voyage dans un trou noir, et avec, les transpositions de ce qu'on peut ressentir dans un trou noir, avec des ondes gravitationnelles, des ondes électromagnétiques, des distorsions de l'espace-temps, tout ça retranscrit avec des distorsions du son, tout un ensemble de choses. Et voilà, c'est le genre de collaboration que j'aime beaucoup. Tout ça pour montrer que ces choses-là qui peuvent paraître très éloignées dans notre vie de tous les jours, les ondes gravitationnelles, les trous de verre, les trous de noir, les univers chiffonnés, c'est issu de l'imagination humaine. Ça marche plutôt bien parce qu'on s'aperçoit que finalement l'univers fonctionne comme ça. Mais ce qui est très important, on en revient aux fertilisations croisées, c'est ce qui enrichit également l'imaginaire
d'artistes qui sont dans Oui. un tout autre domaine, voilà, mais qui sont à l'écoute de ce qui se passe dans la compréhension du monde et qui intègrent ça dans leur créativité. Tu parles du compositeur Gérard Griset, c'est ça? Et Alors La là, Nuit de l'Étoile, ou c'est autre chose encore? C'est autre chose. Ça, c'est une collaboration plus récente avec un compositeur qui s'appelle Hector Parra, donc c'est un D'accord. qui s'appelle Inkscape, qui a été créé il y a 2 ans à la Philharmonie de Paris. En revanche, effectivement, j'avais eu une collaboration antérieure avec Gérard Griset, qui était également donc, un immense compositeur. C'était au tout début des années 90, où là, nous avions conçu une œuvre intitulée Le Noir de l'Étoile, qui fait intervenir dans l'œuvre. C'est une œuvre qui est écrite pour des percussions. Et puis il se trouve qu'il y a des percussionnistes célestes, des tambourineurs célestes, qui sont des étoiles mortes, que l'on appelle des pulsars. Ce sont des cadavres d'étoiles qui se sont formés dans des explosions violentes, avec le cœur des étoiles s'est condensé et a formé dans l'espace des sortes de toupies magnétiques. Voilà, c'est-à-dire des astres extrêmement condensés qui tournent à grande vitesse sur elles-mêmes en émettant un faisceau radio, un peu comme un phare qui balaye l'espace. Voilà. Et à chaque fois qu'on a un radiotélescope qui capte le faisceau, on a un signal. Voilà. C'est un signal radio, ce n'est pas un signal acoustique, mais on peut travailler ce signal-là et le passer dans la gamme acoustique. Et donc on a finalement un métronome, des métronomes naturels qui sont ces pulsars. Et Gérard Griset, qui avait eu l'occasion, qui s'intéressait à l'astrophysique et qui avait lu quelques-uns de mes articles de vulgarisation, il m'avait contacté pour me dire « J'aimerais bien qu'on monte un projet en intégrant ces rythmes extraordinaires venus d'étoiles mortes depuis des milliers d'années, etc., qui vont arriver à un certain moment dans la salle de concert et interagir avec les hommes. Donc lier le temps des astres et le temps des hommes, qui normalement sont des temps incommensurables entre eux. Je trouvais le projet magnifique, comme moi j'avais ma passion pour la musique contemporaine et je connaissais ce compositeur, qui avait déjà écrit des œuvres remarquables. Ça a été pour moi 2 années merveilleuses de collaboration pour mettre au point effectivement ce spectacle, maintenant représenté un petit peu dans le monde entier, où on a une partition très complexe et écrite donc, pour les percussionnistes eux-mêmes. Et puis on a 2 guest stars au sens propre du terme, les étoiles invitées qui s'invitent dans le concert, les pulsars qui interviennent dans des fenêtres très précises à certains moments très précis. Donc c'est les pulsars qui donnaient rendez-vous aux hommes pour venir les écouter. C'est pas l'inverse, on ne convoquait pas le pulsar. Hein. Non, c'est le pulsar qui convoque les hommes pour décider le jour du concert, l'heure et le début précis du concert pour que le rythme du pulsar soit capté juste au bon moment dans la partition. Qu'est-ce que tu penses de l'expression « nous sommes des poussières d'étoiles » ? Alors, on pense que c'est une expression poétique. C'est vrai, oui, c'est poétique. Bon, elle a été utilisée par mon collègue Hubert Reeves, hein, bien entendu. Mais en fait, c'est de l'astrophysique bien comprise. L'un des grands succès de l'astrophysique du XXe siècle au niveau stellaire, c'est-à-dire la compréhension des étoiles, comment ça marche, comment ça fonctionne et comment ça évolue. Ce sont des systèmes qui, d'une certaine façon, naissent, vivent et meurent. Ce n'est pas évidemment des organismes biologiques, hein, c'est une métaphore. En tout cas, ça se forme, ça évolue, et puis ça, quelque part, ça se détruit d'une certaine manière. Voilà, et ça produit quelque chose. Voilà. Et on a compris précisément que les atomes dont nous sommes formés, le carbone, l'oxygène, le fer, le calcium, etc. Tout ce qui compose notre chair, notre sang, puis la table, pareil, hein, l'eau, etc. Tous ces éléments, ils ont été forgés dans le cœur des étoiles. Parce que les étoiles, pourquoi elles brillent ? Parce qu'au centre des étoiles, il fait très chaud. Il y a ce qu'on appelle des réactions thermonucléaires qui fusionnent les éléments pour en fabriquer constamment des éléments plus lourds. C'est un petit peu le rêve ancien des alchimistes qui rêvaient de fabriquer de l'or, ce genre de choses. Bon, là, ce sont des processus nucléaires mieux compris qui permettent, à partir des éléments les plus simples dont sont formés au départ les étoiles, hydrogène, l'élément le plus abondant, ça fusionne, ça fait de l'hélium. Après, à plus haute température, l'hélium a fusionné, vous fabriquez du carbone, puis après vous fabriquez de l'oxygène, et ainsi de suite. Et donc, on a calculé, puis après ça a été confirmé évidemment, que ce sont les étoiles, et surtout d'ailleurs une catégorie d'étoiles qui ne sont pas de type solaire, des étoiles plus massives, qui ont une vie plus spectaculaire, plus brève, plus brillante, mais plus spectaculaire, qui explosent en supernova. Et dans ces explosions-là, elles fabriquent tous les éléments. Et elles les éparpillent, elles les distribuent, elles les redistribuent à leur mort, entre guillemets, elles redistribuent ces atomes qu'elles ont formés dans leur cœur et dans l'enveloppe
qui est expulsée dans l'espace, elle est redistribuée dans le milieu interstellaire. Et nous sommes issus du milieu interstellaire, puisque du milieu interstellaire, c'est les grands nuages de gaz, etc., enrichis et ensemencés de ces atomes forgés par des générations d'étoiles mortes. Après, il y a un morceau, une région du milieu interstellaire qui se condense et qui forme une étoile, par exemple, avec son système de planètes autour. C'est exactement comme ça que ça s'est passé chez nous. Notre système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards d'années, à partir de ce qu'on appelle la nébuleuse primitive. Il s'est formé parce qu'il y a eu une supernova, une étoile massive, à l'époque, il y a 5 milliards d'années, qui a explosé dans les parages de la Voie lactée où nous sommes, la galaxie, qui a déclenché la contraction de la nébuleuse prosolaire, donc qui a déclenché l'accouchement finalement de notre étoile et des planètes autour, mais en plus qui a ensemencé avec tous les atomes lourds qu'elle avait fabriqués et qui se retrouvent en nous. Donc nous sommes la poussière de ces étoiles-là. En particulier d'ailleurs, on a donné un nom en fait à la supernova que l'on ne voit plus aujourd'hui évidemment, elle a disparu, elle a explosé il y a 5 milliards d'années. On lui a donné le nom aztèque de Coatlicue. En aztèque, ça veut dire la maman du soleil. Donc nous sommes directement les enfants effectivement de cette étoile qui a explosé il y a 5 milliards d'années. On a calculé par les modèles sa masse, c'est de faire 12 fois la masse du soleil. Elle a explosé, elle a ensemencé le milieu interstellaire des atomes qu'elle a fabriqués, ils sont en nous. Donc nous sommes la poussière de cette étoile. Génial. Tu as été jusqu'à calculer la position des... Alors, vérifier la position des planètes par rapport à une œuvre de Van Gogh. Ça m'a fait délirer parce qu'on voit vraiment ta capacité à rejoindre différents éléments de différentes matières parce que tu es passionné par ça. Donc, raconte-moi ça. Oui, je suis passionné par tellement de choses. Donc, je suis aussi un grand amateur d'art, de peinture, je vais dans les expositions de musées, etc. Bon. Van Gogh, ce génie extraordinaire, totalement incompris de son vivant. Donc c'est aussi, on a envie effectivement encore plus de s'attacher à ce genre de personnage. Il est connu pour quelques-uns de ses tableaux où il y a des nuits étoilées. Voilà. Et puis comme on a toujours un petit peu la fausse légende de Van Gogh qui devient fou à la fin de sa vie, qui se coupe l'oreille, se donne le choc, etc. Il va dans un asile, de Saint-Rémy-de-Provence, etc. Donc je dis, il commence à faire des cieux complètement dingues, complètement fous. Et effectivement, quand on voit les nuits étoilées au-dessus de Saint-Rémy, les tourbillons gigantesques, ce genre de choses, c'est complètement dingue ce ciel. Mais pas de moi, je me suis dit quand même, on lit la correspondance de Van Gogh. Il y a une correspondance extraordinaire avec son frère, etc. Et il ne cesse de répéter que quand il arrive en Provence, parce que Van Gogh il vient du Nord, il ne voyait pas les étoiles, il arrive en Provence, il voit le ciel provence, il voit les étoiles, il est complètement enthousiaste, il écrit à sa sœur, à son frère, c'est incroyable, il y a toutes les couleurs des étoiles, puis il a eu une vue absolument exceptionnelle, il voyait vraiment les couleurs des étoiles, etc. Je veux peindre, il écrit, je veux peindre le ciel tel qu'il est. Donc, il faut le croire au pied de la lettre. Et donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je regarde ces tableaux, il y en a 3 ou 4 comme ça, où il y a des nuits étoilées. Il y en a 2 à Arles, et puis un à Saint-Rémy-de-Provence. Donc, il y a les coins de dire, il y a des étoiles qui sont mises là. Je me suis dit, c'est peut-être quand même le vrai ciel, puisqu'il dit qu'il veut peindre le vrai ciel. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise des logiciels de reconstitution astronomique. On a des logiciels qui permettent de calculer l'état du ciel à n'importe quelle époque du passé, en un lieu donné. Voilà. Et on trouve absolument les configurations réelles dans le ciel que Van Gogh a peint. Voilà. Il a positionné les étoiles là où elles étaient. Là où elles étaient. Alors après, évidemment, ils ont amplifié. Par exemple, dans la nuit étoilée à Saint-Rémy-de-Provence, voilà, on voit Vénus au-dessus, qui est absolument énorme. On voit un croissant de lune. Les autres étoiles ont des luminosités exacerbées, mais leurs positions, ce sont des bonnes positions. Et donc, grâce à ces reconstitutions-là, j'ai pu effectivement calculer, mais je veux dire, à quelques minutes près, le moment où Van Gogh, pour la première fois, sur sa toile vierge, a posé ces étoiles-là, puis après il a travaillé le tableau. Je me suis beaucoup intéressé pendant des années justement à ces passerelles qu'il y a entre les différentes formes d'expression artistique. Je l'ai fait aussi pour la poésie. J'ai publié un gros recueil qui s'appelle Les poètes de l'univers, il y a plus de 20 ans, où j'avais également repéré un petit peu dans toute l'histoire, la grande histoire fascinante de la poésie, de toutes les époques, de tous les temps, de tous les pays, etc. Comment certains poètes interprétaient le ciel et comprenaient le ciel et retranscrivaient sous forme poétique leur perception du ciel. Alors certains étaient éventuellement un petit peu influencés par les connaissances astronomiques de l'époque qui changeaient, donc ils emportaient ça dans la poésie. Ce qui m'avait encore davantage intéressé, c'est toujours vraiment le côté du rôle de l'imaginaire, c'était ce que j'appelais les rêveurs d'univers, c'est-à-dire des poètes qui n'étaient pas spécialement amateurs
de science, mais qui, par leur seule intuition poétique, hein, là on rejoint Omar Khayyam, avec une autre voie d'appréhension du monde, ont trouvé intuitivement des choses que la science redécouvrirait d'une autre manière plus tard. Voilà. Donc c'est ça qui est beau, donc ça marche pour la peinture, ça marche pour la littérature, la poésie et toutes les formes d'expression artistique. Et moi ça me passionne d'explorer ces passerelles-là. Et l'énergie aussi, parce que ça me passionne aussi, c'est parce que moi, à mon niveau très modeste, je pratique aussi des choses. Je ne me contente pas effectivement de regarder ce qui s'est fait dans l'histoire de la poésie, de la littérature, de la musique, etc. Je pratique aussi ces disciplines et j'essaie finalement de comprendre comment fonctionnent ces... je reprends le terme de fertilisation croisée, mais surtout elles sont souterraines, donc il faut arriver à retrouver un fil secret qui est au fond de nous. Je pense toujours qu'on a, chacun d'entre nous, on a une sorte d'océan intérieur dans lequel on va puiser nos représentations du monde pour faire une œuvre d'art, un modèle scientifique, ou la vie de tous les jours également, bien entendu. J'aime beaucoup une phrase, je cite régulièrement une phrase que je trouve admirable de Gaston Bachelard, qui parlait de la double profondeur du cosmos et de l'âme humaine. Et moi, je fonctionne vraiment comme ça. C'est-à-dire, c'est merveilleux d'explorer le cosmos avec les télescopes, les théories, les équations, les points d'équation, etc. Et puis, il y a aussi le cosmos intérieur, qui est encore infiniment plus complexe et infiniment plus riche. Et il y a des résonances. Voilà. Donc, par exemple, dans ma poésie et dans ma pratique artistique, ce sont ces résonances que j'essaie de capter d'une certaine manière. Mais il faut bien voir que le cosmos intérieur est encore bien plus compliqué et bien plus étrange que le cosmos lointain. C'est génial parce qu'on pourrait passer des heures avec toi. L'infiniment grand, l'infiniment petit, le cosmos intérieur et extérieur. Est-ce que finalement, tu n'as pas réussi, toi, grâce à ce bagage mathématique, à ouvrir l'esprit d'autres personnes sur justement la continuité de ce qui se passe et sur la possibilité, en découvrant en soi des choses, de découvrir des choses sur l'univers? Oui, l'un des retours les plus gratifiants que j'ai pu avoir sur mes travaux et puis sur mes écritures, parce que donc j'ai publié beaucoup d'ouvrages, une bonne trentaine, donc il y a à peu près une 15 essais de culture scientifique, de vulgarisation. Après il y a 7 romans sur l'histoire des sciences, puis il y a quelques poésies, mais les beaux retours que j'ai eu, les plus beaux retours, c'est de lecteurs, et en général qui ont lu certains de mes livres jeunes, et certains d'entre eux sont devenus des astrophysiciens professionnels. J'ai écrit mon premier livre de vulgarisation. Avant, j'avais publié des poèmes, mais mon premier livre de vulgarisation, c'était sur les trous noirs. C'était en 1987. C'était le premier livre de vulgarisation qui existait sur les trous noirs. Voilà. Donc à l'époque, il a eu effectivement un certain impact. Il est toujours lu d'ailleurs 30 ans plus tard par les étudiants, etc., même si j'ai fait des versions plus élaborées. Et de temps en temps, j'ai des jeunes astrophysiciens professionnels qui viennent me voir ou qui m'écrivent comme ça, qui me disent Jean-Pierre, tu sais que j'ai lu ton bouquin quand j'avais 15 ans et c'est ça qui m'a donné envie de devenir astrophysicien. C'est le plus beau retour que j'ai eu. Après, les autres retours également, j'y ai fait allusion avec de nombreux artistes et créateurs qui ont lu des articles, des livres de vulgarisation que j'ai lus et qui ont été fascinés par ça et qui m'ont contacté pour faire des collaborations. Ou simplement, même sans avoir collaboré, qui ont intégré ça dans leur propre créativité. Donc... je répète, c'est l'un des beaux retours que j'ai sur toute cette énergie que j'ai toujours consacrée non seulement à explorer le cosmos avec les poignées d'équations effectivement assez abstruses et un peu compliquées, mais surtout après à tenter de passer les savoirs à travers toute cette forme qu'on appelle la vulgarisation scientifique, en tout cas tout niveau, à travers la conférence, le livre, les articles, les vidéos, ce genre de choses. Justement, tu fais partie pour moi des inspirants, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de t'interviewer. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette nouvelle génération? J'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus, ils ne savent pas forcément où ils vont, ils ont peur pour la planète. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce qui pourrait les inspirer? Alors c'est vrai qu'il y a quelques inquiétudes pour la planète, mais
Ce que je leur dirais, c'est de changer le regard, c'est-à-dire de ne plus être comme ça sur l'écran Ouais. de leur iPod que ça. C'est de regarder de temps en temps un petit peu en De l'air. prendre du recul, de prendre la profondeur. De déjà simplement faire ça, c'est déjà considérable. La plupart des jeunes n'ont jamais vu vraiment le ciel. Il y a une perte de contact, il y a ce que tu appelles le sentiment cosmique, qui a été très profond. L'homme s'est forgé avec un sentiment cosmique dans la préhistoire, etc. Le ciel était là au-dessus des têtes. Probablement l'art pariétal est né de ça également, tout un ensemble de choses. La religion est née également probablement de la contemplation du ciel et de l'interrogation philosophique, l'étonnement philosophique. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Voilà. Quand vous perdez ce contact-là, vous n'avez plus qu'un contact totalement artificiel avec des écrans, des machins comme ça, il y a de quoi se faire du souci. Donc, actuellement, voilà, je ne suis pas très optimiste, qui ai toujours été très optimiste dans ma vie. Je commence un petit peu à me faire souci, surtout que moi, j'ai des enfants, ils ont pris en bas âge, etc. Je veux dire, dans quel monde ils vont vivre si constamment, maintenant, on regarde des écrans passivement, etc. Voilà, donc, voilà ce que je dis aux jeunes. De temps en temps, effectivement, je vais, quand j'ai le temps, dans mes collèges ou des lycées, également parler aux jeunes. Et c'est vrai que ça les émerveille parce qu'ils ne s'attendent pas à ça. On commence à leur parler du ciel, de la beauté, de la magie du ciel, et finalement, ça leur ouvre des horizons qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Donc voilà, toujours cette curiosité fondamentale et rester ouvert à cette chose. Il y a une phrase d'un poète, je crois qui s'appelle Novalis, qui disait qu'en devenant adulte, c'est le papillon qui devient un ver. C'est-à-dire, c'est très fort, c'est-à-dire c'est un petit peu l'inverse. Hein. Au lieu au contraire de se dégager de la gangue, de déployer avec ses ailes, souvent au contraire, c'est l'enfant. L'âge adulte restreint. Voilà, oui. Voilà. Et c'est restreint par tout un tas de choses, y compris l'éducation qui a tendance aussi à cliver la société, la culture. Puis après on se spécialise ceci et on devient de plus en plus étroit, on ne fait plus qu'une tâche unique, etc. Voilà. Donc c'est le papillon qui devient vert et il faut retrouver évidemment l'inverse, il faut au contraire déployer les ailes. Déjà l'enfant, lui, il a tendance naturellement à ça. C'est vrai. L'enfant, je le vois bien, il comprend mes propres enfants, il se pose des questions, regarde le monde, et alors pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Voilà. Aujourd'hui, les parents aussi sont là, on peut pour répondre aux questions, mais ils le font de moins en moins. Ouais. Je veux dire, allez, bon, tu vas apprendre ça à l'école, puis à l'école, on Ils l'apprend apprennent pas pas. non plus. Voilà. Ouais. Ouais. D'accord. On va terminer par un flot de questions, justement pour donner envie aux jeunes qui nous écoutent de regarder ailleurs. Ton compositeur préféré, c'est qui? Oh là là, mais il y en a tellement. Ah ouais, mais s'il fallait en choisir un, t'en écoutes un. Là, il y a quelqu'un qui nous écoute là aujourd'hui, il n'a jamais écouté de musique, il en écoute un, tu lui proposes qui? Et Ravel. Ravel, très bien. Si t'emportes un seul bouquin, Tu m'avais pas prévenu, hein, de ça. si t'emportes un seul bouquin, t'emmènes quoi? Belle du Seigneur. Belle du Seigneur. Très bien. Il est très contesté ce livre, mais bon, il m'a beaucoup marqué. D'accord. Et si tu pouvais leur donner un principe ou une citation, quelque chose qui justement les fasse réfléchir, tu dirais quoi? Je pourrais reprendre celle de Mahayam, c'est-à-dire effectivement explorer le monde dans une seule voie conduit nécessairement à une impasse. Mais j'aime bien en plus que tu reprennes celle-là parce qu'on fait vraiment un cycle. Oui. Parce que tu as démarré l'interview avec Oui, ça c'est vrai. et on finit avec ça. Donc je pense que pour un astrophysicien, c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, vraiment. Ça m'a énormément plu de pouvoir t'interviewer. Merci. Merci Christophe. À bientôt.